Salut, je suis Salvatore Giunta et tu écoutes le podcast À quoi tu joues. Après des années à me demander si je pouvais me permettre d'être artiste, je me suis lancé dans cette aventure folle et en laissant derrière moi un métier sécurisant de professeur dans une école. J'ai créé ce podcast sur les arts vivants pour partager ma recherche artistique et proposer aux artistes des pistes de réflexion sur tout ce qui les submerge dans leur métier, de la création à la représentation. Pourquoi on fait un jour ce métier? Pourquoi on ose se dire un jour qu'on a suffisamment d'audace pour monter sur scène et se présenter avec des histoires à raconter? Alors, installe-toi, fais ton sport ou ta cuisine en te disant qu'ici, on parle d'expériences personnelles, de partage d'émotions, d'interviews décalées et de pas mal d'essais-erreurs. Aujourd'hui, j'ai emmené Anthony Calonne au théâtre. C'est parti. Cet épisode est un peu long, mais quand on aime, on ne compte pas, et quand Monde chantait dans le cabaret des hommes perdus, il paraît que plus c'est long et plus c'est bon, alors ne gâchons pas notre plaisir. J'ai donc fait cette petite interview avec mon mari Anthony, que je traîne parfois au théâtre parce que, ben voilà, j'aime bien le théâtre évidemment, et je ne lui donne pas trop le choix. Même si parfois, il ferme les yeux et se met à ronfler, et je dois lui donner un coup de coude pour éviter que le voisin ne se mette un tout petit peu à être en colère. Alors cette fois-ci, j'ai eu la chance, puisque Anthony s'est accroché au spectacle Opéra en sursis d'Albert Budeau. Oui, je parle bien du spectacle dont parlait Anne de Thiers dans l'épisode précédent, et pour les retardataires, vous me ferez le plaisir d'aller l'écouter tout de suite. Alors je me dois me mettre un petit contexte pour que vous puissiez suivre cette conversation, et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur ce podcast, sinon je fais une grosse colère du type masculiniste qu'on aurait contredit. Hein. Enfin, vous voyez le genre. Alors, Albert Budos, c'est qui? Eh bien, c'est un dramaturge, comédien, metteur en scène liégeois et accessoirement, c'est un des fondateurs du théâtre Le Moderne. Nous étions dans l'épisode précédent avec Anne de Thiers, je vous ai dit qu'il fallait absolument l'écouter. Mais Albert est mort en 2022 et il faut honorer sa mémoire et son œuvre, mais on n'oubliera pas que ce monsieur avait un sacré tempérament et qu'il aimait en emmerder plus d'un. Il écrira d'ailleurs un spectacle avec une pointe de cynisme qui s'appelle Je ne suis qu'amour. En 1984, Albert pond Opéra en sursis. Bon, à l'époque, les dictatures sud-américaines sont en toile de fond de nos vies d'Européens. Ainsi naît l'histoire de ces deux personnages féminins qui sont exilés vers l'Europe, fuyant la répression d'Augusto Pinochet. Et enfuie la junte militaire d'un pays sud-américain, la cantatrice, qui est jouée par Natasha Kowalski, s'apprête à interpréter sur scène le rôle de la comtesse d'Almaviva dans Les Noces de Figaro de Mozart. Alors qu'elle va rentrer sur scène pour le deuxième acte de l'opéra, elle reçoit une lettre qui la glace d'effroi. On ne sait pas ce que cette lettre contient, des nouvelles de son mari emprisonné au pays, toujours vivant, toujours debout ou bien mort. Le poids du passé fait donc surface, l'exil et tout le poids de la culpabilité de ceux qui fuient. Voilà, ça c'est pour le contexte. À travers ce spectacle, c'est toute la dimension de l'exil que les comédiennes Natasha Kowalski et Anne de Thiers nous livrent. Mais bon, j'ai assez parlé de cet épisode déjà fort long, je vous laisse donc à notre conversation passionnée et j'espère passionnante. Bonjour Anthony et bienvenue sur le podcast À quoi tu joues. Bonjour Salva. Voilà, d'abord pour être clair, tu es mon mari. Ça, depuis 2 ans, 3 ans. 3 ans, merci. Et toi, avant de me connaître, ta relation au théâtre? J'ai fait du théâtre quand j'étais très jeune. Euh, tous mes copains faisaient du sport et moi j'étais pas du tout sportif. Donc il fallait que je trouve une activité extra-scolaire. Et j'ai toujours apprécié, ça me plaisait en fait, en tout cas de jouer quelque chose d'autre. Même si je n'étais pas forcément un bon comédien évidemment, vu que j'étais très amateur. Et puis après, c'est vrai que je n'ai pas spécialement approfondi le théâtre avant de te connaître. Je n'allais jamais voir une pièce de théâtre. Ça ne veut pas dire que je n'aimais pas, disons que c'est pas le réflexe que j'avais. D'accord. Voilà. Et après, justement, maintenant, en 2025, c'est quoi ton rapport au théâtre? Ou aux arts vivants en général? Bah, c'est toi d'abord, j'ai envie de dire, puisque c'est quand même toi qui initie souvent les choses, mais ça me plaît encore assez bien, puisque je trouve que tu as
Ce qui est difficile avec le théâtre, en fait, c'est surtout de sélectionner quelque chose qui peut nous plaire quand on est amateur. Quand on n'est pas amateur. Enfin, quand on est comme moi, quoi. On n'est pas, c'est pas notre passion. Parfois, ça peut paraître compliqué, des sujets compliqués, des mises en scène compliquées. Parfois, il y a des choses très torturées. Franchement, je m'y reconnais pas spécialement. L'avantage qu'il y a quand on passe par quelqu'un qui a déjà une expertise du sujet, c'est qu'il y a un filtre qui est fait et souvent je fais confiance. Du coup, dernièrement, on y est allé sur conseil d'amis professionnels, je pense à Sarah notamment, et franchement, on a Qui eu. sera dans un épisode. Qui sera dans un Et ça, épisode. plusieurs épisodes. Et on a eu vraiment que des bonnes surprises. Vraiment, je trouve que le choix était parfait. J'aime beaucoup aussi quand on va au Festival d'Avignon, parce que là, il y a beaucoup de choix. Euh, il y a beaucoup de choix et je trouve que c'est pas grave de se tromper du coup, puisque tu vas en voir plein. Et bah, il y a des trucs qui sont moins bien, il y a des trucs qui sont bien, il y a des bonnes découvertes, d'autres voilà. Et je trouve que ça c'est intéressant. Après voilà, c'est vrai que mon rapport au théâtre en tout cas, ça passe par toi. Et quelque chose que tu m'as fait découvrir que j'ai particulièrement apprécié, c'est les comédies musicales. Où ça vraiment, j'ai souvent plus du coup l'envie d'en voir une, plus que le théâtre. Surtout Pourquoi? j'aime bien la dynamique d'une comédie musicale. J'adore les mises en scène un peu folles. Et je trouve que dans les comédies musicales américaines essentiellement, ou anglaises, en tout cas anglophones, on a vraiment des mises en scène de fou. Les gens sont hyper pros, ils savent tout faire. Donc ils savent chanter, danser, jouer. Et je trouve que c'est fascinant. Je trouve que c'est beau, ça te fait voyager alors que je trouve que c'est beaucoup plus beau que le cinéma par exemple. Le cinéma, j'ai moins ce truc-là parce que c'est horrible ce que je vais dire, ça peut paraître prétentieux mais c'est pas du tout ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu facile puisque tout est enregistré, tout peut être modifié avec des effets spéciaux. Euh, C'est c'est cool pas ça en que tu vrai. dises ça. Ouais, alors que l'art sur scène, ça peut se planter déjà. Ouais. Et il n'y a pas de filet de sécurité. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Le cinéma, bizarrement, je me dis chaque fois, même si je peux aimer un film, c'est pas ça, mais la scène a souvent été tournée plusieurs fois, ne serait-ce qu'il y ait plusieurs plans. Donc les caméras sont partout, donc à la limite, on a toujours le meilleur de ce qu'on a voulu faire, tandis que quand c'est sur scène, on espère avoir le meilleur, mais c'est pas obligé. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Et dans les comédies musicales, pardon, c'est particulièrement révélateur parce que dans les comédies musicales, c'est vraiment tout, quoi. La danse, la mise en scène, le chant, le jeu, et cette interaction entre multiples artistes, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Et ça m'a particulièrement marqué parce que je partais aussi avec un avis négatif avant d'y aller la première fois. La première fois que j'en ai vu une, c'est avec toi. Et c'était un cadeau que je t'avais offert. Et j'y allais un peu à reculons. Je m'étais dit, bon, bah, ça lui plaît, donc allons-y. Je crois que je suis ressorti avec au moins autant de paillettes que toi dans les yeux, quoi. Donc, ça, c'est vraiment Et c'était. la première, c'était Le Roi Lion, et la deuxième, c'est Wicked. Et Le Roi Lion, quelque part, j'y allais, je me rappelle, en me disant, bon, je connais déjà l'histoire, donc forcément, j'adore Disney en général, donc je me dis forcément, j'aimerais bien. Alors j'ai plus qu'aimé, j'ai adoré. Wicked, je connaissais pas du tout. J'y allais parce que c'est toi qui rêvais de voir Wicked. Et là, alors là, j'ai été encore plus surpris que par Le Roi Lion. Moi, je dis pas que elle est forcément mieux ou moins bien que Le Roi Lion, c'est pas ça que je veux dire, mais j'étais encore plus surpris parce que là, je me suis rendu compte que c'était du coup la performance que j'admirais. Plus que Le Roi Lion, j'étais un peu conquis à l'avance, même si par contre, elle est incroyable. Je trouve que c'est d'une immersion. Le Roi Lion, c'est vraiment Si je fabuleux. fais un podcast sur les comédies musicales, tu peux en parler en long, en large. Bah, je n'ai pas vu beaucoup, mais ce que j'ai vu, en tout cas, j'ai jamais eu en comédie musicale. Certaines peut-être qui ont été un peu moins marquantes que d'autres, c'est vrai. Non, la première comédie musicale que j'ai vue, c'était pas avec toi, c'était à Broadway. J'étais allé voir Chicago et c'est comme ça qu'on s'est Effectivement. rencontrés d'ailleurs. Effectivement. Donc c'est pas vrai, c'était pas C'est avec toi. vrai. Mais oui, de manière générale, disons que sur les comédies musicales, je peux avoir des avis plus nuancés sur certaines, mais j'ai jamais passé un mauvais moment en comédie musicale. Au théâtre, c'est déjà arrivé. Au comédie musicale, jamais. En tout cas, À celle-ci. cause du texte donc parce que là par exemple tu as insisté sur on dévie sur du sujet mais on s'en fout. À cause du texte
ou de la mise en scène, parce que tu as parlé, j'ai deux idées en même temps, tu as parlé beaucoup de la mise en scène pour la comédie musicale, par exemple. Du côté, c'est la mise en scène qui crée cet effet de... C'est très dynamique en fait, les comédies musicales, je trouve, moi aussi. Ça, j'aime. Ce que j'ai un peu plus de mal au théâtre, mais c'est rare, et encore une fois, parce que justement, je suis plus facilement captivé par le théâtre que par le cinéma. Euh, mais ce que je trouve dans le théâtre qui peut peut-être un peu moins me plaire, c'est quand ça manque de dynamisme. Je crois que j'aime bien ça, le dynamisme quand même. Ou alors, il faut vraiment que le sujet me touche fortement. Et alors là, par contre, je me laisse emporter. Je me rappelle d'une. Enfin, et encore que c'était quand même dynamique, mais on est allé voir Le Seul en Selle de Clémentine Serrier. C'était une des plus belles choses que j'ai vues. Je suis la maman du monstre. Ouais, Je suis la mère du bourreau, monstre. la mère du bourreau, je crois. La mère du bourreau. Ouais, Oh là là, je suis... truc comme ça. C'était absolument incroyable. Et pourtant, on peut pas dire que ce soit extrêmement dynamique. Mais là, quand tu te laisses emporter par ce genre d'histoire, t'as qu'une envie, c'est. Bah, déjà, tu oublies que tu es dans une pièce de théâtre. Tu as l'impression que tu es dans l'histoire complètement avec elle. Et j'en ai même encore un peu d'émotion en y repensant, tellement ça m'avait vraiment secoué. Et ici, donc du coup, par rapport à Opéra en sursis, puisqu'il s'agit de ce spectacle-ci pour cet épisode, au début, quelles ont été tes impressions du spectacle de façon générale maintenant que tu peux prendre ça en globalité? Je trouvais que c'était déjà une performance des deux comédiennes, des deux, vraiment j'insiste, parce que bah, le texte de Natacha est incroyable, puisque c'est elle qui parle tout le long, qui a presque qu'un monologue. Mais Anne a ce jeu muet qui est quand même qui est impressionnant, parce qu'en plus, tu vois tout le travail qu'il doit y avoir derrière. Bah, la pièce, elle touche un sujet qui est quand même qui est très prenant, hein, sur ce rapport à la liberté, à la dictature, à la violence. La pièce a été jouée à la Cité Miroir le 11 septembre 2025, du coup, puisqu'on y a assisté. Mais c'était pas une date au hasard, puisque le 11 septembre 1973, il y a eu le coup d'État du général ou commandant C'est Augusto Pinochet. d'Augusto Pinochet, voilà, qui était donc militaire. militaire. Et donc c'est en écho avec cette date-là, même si dans la pièce, et ça on se l'était dit en revenant, on parle des Andes, on parle d'un décor mais en soi la pièce, est-ce qu'elle est uniquement, est-ce elle est un peu universelle dans le sens où oui, il y a les Andes, donc on est en Amérique du Sud. Maintenant, est-ce que ce n'est que par rapport à Pinochet? On n'en parle pas de Pinochet. Non, justement, et c'est pour ça que j'ai failli t'interrompre tout à l'heure. Tu parlais du lieu de la pièce. En fait, justement, je crois que le propos de cette pièce, c'est que tout le monde est anonyme, aucun lieu n'est cité, ni le lieu où elle est, parce que je pense que même Munich, je suis sûr qu'il ne s'est jamais dit ça. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Moi, je crois qu'on dit juste qu'elle est en Europe et on dit juste qu'elle a quitté l'Amérique latine. Mais il n'y a pas de lieu. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un peu l'idée que ça peut se transposer un peu à n'importe quelle situation. Alors, elle a quitté l'Amérique latine, elle est en Europe parce que la pièce a été écrite dans les années 80 et que dans les années 80, c'était les dictatures militaires en Amérique latine. Mais en réalité, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça pourrait être transposé à n'importe quelle dictature militaire, enfin, militaire ou pas militaire d'ailleurs, n'importe quelle dictature et avec un réfugié qui arriverait dans un pays démocratique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, ou que ce soit même dans n'importe quel pays démocratique dans le monde. Donc je crois que l'intérêt de cette pièce, et quelque part c'est aussi un peu ce qui m'a un peu dérangé dans une certaine mesure, l'intérêt de cette pièce, c'est que c'est transposable à plein de lieux, plein de situations. Maintenant, moi, ayant lu le synopsis, je m'attendais à quelque chose parfois d'un peu plus ancré dans la réalité du Chili de l'époque. Ce qu'on n'a pas. J'ai l'impression que c'est plus une histoire d'une personne, se centre sur son histoire à elle. Et en fait, quelque part, c'est un peu le but de la pièce aussi, puisque la pièce doit être transposable à d'autres situations, à d'autres lieux. Mais on se rend compte qu'il y a le mécanisme de l'oppression qui est le même, qui serait certainement au Venezuela
quelle autre dictature, je pense. Mais quelque part, c'est vrai que moi, qui allais voir ça en disant c'est l'anniversaire de la prise de pouvoir de Pinochet, machin, machin, bah, je m'attendais du coup à avoir un peu une pièce historique. Comme si aujourd'hui on parlait du Trumpisme et que Oui, dans tout à 20 fait, c'est ce ans, que je voulais dire. ce Ce que serait je un disais, décalage avec ce que les gens verraient. Alors on parlera des États-Unis et dans une pièce aujourd'hui, ben, on aurait les échos directs de peut-être ce qui s'y passe. Mais par contre, si effectivement cette pièce s'était jouée dans 30 ans, on n'aurait plus les mêmes échos et on aurait donc si c'est pas nommé clairement, on ne verra pas très bien de quoi ça passe. Alors, j'en reviens sur quelque chose que tu as dit, et parce que pour moi, ça me paraît intéressant, et là, on rentre dans le vif du sujet par rapport à la pièce, c'est que tu parles notamment de l'immigration, et alors moi, je trouve que c'est qui est hyper intéressant. On a parlé aussi de Anne, qui est muette, qui a un gros rôle dans le spectacle, et pour moi, c'est quelque chose qui est pas mal représenté dans la pièce, et peut-être c'est la mise en scène aussi de Jean-Michel Cueillevers qui la met en évidence, c'est le traitement de l'immigration. C'est-à-dire que on a toujours, encore aujourd'hui, un traitement de l'immigration qui n'est pas le même. Et c'est évoqué assez bien, je trouve, dans la pièce, dans le texte. Mais le jeu de Anne a quelque chose qui, moi, m'a touché par rapport à ce traitement de l'immigration. Tu vois ce que je veux dire? Mais, ok, Natacha est la chanteuse lyrique. En fait, clairement, elle le dit dans le texte, elle, l'immigration, elle l'a passé les deux doigts dans le nez. En gros, de par son statut d'artiste reconnu, de voix en or, elle avait un laissez-passer vers l'Europe. Alors que Anne joue une immigrée qui n'a aucun bagage intellectuel ou artistique, culturel à amener à l'Europe. Donc, elle n'est pas considérée comme une immigrée voulue, elle est considérée comme une immigrée qui a dû attendre dans la douane, a eu peur de retourner dans son pays. Euh, et j'aime assez bien de se dire que ces deux femmes sur scène, pour ne pas parler de deux personnes qu'on connaît, mais ces deux femmes sur scène sont quand même deux représentations, que ce sont des femmes, euh, deux représentations de la façon dont on perçoit l'immigration. Parce que on louera toujours la grandeur d'une chanteuse lyrique, une femme lambda qui fait le ménage, comme c'est le cas pour Anne dans l'histoire, qui est un peu la petite main de la duchesse. Elle n'a aucun intérêt de venir en Europe pour nous, enfin je veux dire pour nous les Européens. Et ça, je trouve que la pièce l'évoque. Peut-être que ce n'est pas le thème central, mais il ne faut pas aborder tous les sujets. Et je pense que c'est une sous-couche du texte et de la mise en scène qui je trouvais intéressante qui pourrait être un débat de discussion avec les jeunes d'aujourd'hui sur justement cette question-là d'immigration choisie et d'immigration entre guillemets non choisie. C'est un sujet délicat, donc je ne sais pas quel mot je dois employer, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Deux processus d'immigration différents. Après, bon, c'est peut-être pas le truc qui t'a le plus. C'est surtout qu'on ne s'y attarde pas dessus, sur le processus d'immigration. Finalement, assez peu. On s'attarde sur le passé de chacune, surtout de la cantatrice, moins sur celui de la servante. Mais bon, on comprend, on connaît quand même. On l'a en reflet de ce que vit la cantatrice, parce que là, par contre, c'est le sujet de la pièce. C'est cette fameuse lettre qui arrive dans la loge de la duchesse qui doit monter sur scène et qui va faire trembler cette femme parce qu'il va potentiellement y avoir. Il y a de toute façon une mauvaise nouvelle, mais est-ce que cette nouvelle est. Spoiler alerte, mais je pense que c'est plus pour le débat qu'on va l'avoir que pour. Parce qu'on ne sait jamais ce qui s'est écrit dans la lettre. Donc, de toute façon, c'est libre au cours aux spectateurs. Bon, on sait que ça touche quand même son mari. On sait que son mari s'est fait prendre par la junte, par l'armée. Par les militaires. On sait qu'il a été torturé, mais on ne sait pas trop ce qu'il est arrivé à lui, puisqu'elle est arrivée après en Europe, et voilà. Et donc on comprend qu'elle a fait tout le processus d'immigration dont tu parlais tout à l'heure, et on comprend aussi qu'elle a pu refaire sa vie, puisqu'elle a quelqu'un, genre, machin.
Et donc en fait, c'est vrai qu'on sait juste que cette lettre qui arrive bouleverse tout. On se doute que on sait que ça concerne son mari. J'imagine que en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, tout le long de la pièce, ben, c'est est-ce qu'il est en vie ou est-ce qu'il est mort. On n'a jamais vraiment de réponse à cette question-là. Et ça, c'est intéressant. Et ça c'est intéressant parce que du coup moi je me suis fait Non, mais alors, on en mon parlera avis, après. Vas-y, voilà. continue. Et donc en fait ce qu'on sait c'est que le fait que ça concerne son mari et que on ne sait pas s'il est en vie ou ça, à la limite, ça sera plus tard, mais que ça concerne son mari, ça bouleverse forcément le quotidien de cette femme qui avait refait un petit peu sa vie, en tout cas qui poursuivait son existence, j'ai envie de dire. Et on voit là d'un coup le choc entre les deux histoires de réfugiés que l'on a ici, entre la servante et la cantatrice, puisque forcément l'une a passé un stade, en tout cas puisqu'elle est connue en Europe, et l'autre visiblement toujours habillée de noir et en deuil permanent, elle n'a pas passé ce stade-là, et donc on sent en fait toute la dramaturgie de cette situation, c'est le conflit entre les deux immigrés qui ont du coup une histoire différente, qui sont à un stade différent, et qui du coup, ben, quelque part, sachant en plus qu'il y en a une des deux qui ne parle pas du tout, il y a tout un langage non verbal qui est interprété certainement par la cantatrice avec le jugement. Est-ce qu'elle est jugée sur les choix qu'elle a fait, sur sa vie actuelle? Et c'est un peu ça tout le drame de la situation, c'est qu'en fait, parfois elle se dispute avec sa servante et on comprend qu'en fait c'est peut-être elle qui est en conflit avec elle-même, plus que ce que projette la servante sur la cantatrice, bien que souvent, et c'est là tout le rôle de Anne qui est quand même très puissant, c'est que bien que souvent dans le visage de Anne, on peut parfois interpréter justement, est-ce qu'on est dans la compassion, ou est-ce qu'on est dans le jugement, ou est-ce qu'on est dans le côté plus autoritaire, ou au contraire le côté plus soumis. C'est assez intéressant. Et là, on entre dans le débat qu'on a eu donc en revenant du spectacle, parce que c'est drôle, on n'a pas eu du tout la même vision, et on a eu la chance de discuter avec Natacha, mais qui ne nous a pas donné la réponse. Qu'y a-t-il dans cette lettre? Est-ce que le mari est mort? Et je posais clairement la question à Natacha. Toi, en tant que comédienne, tu as dû travailler sur ton personnage sur base d'un choix. Qu'y a-t-il dans cette lettre? Je ne vois pas travailler sans ça, sans avoir cette réponse. Donc elle m'a confirmé qu'elle avait bien sa réponse, mais qu'elle ne la dirait pas. Et donc, de là est partie l'idée pour moi qu'il était toujours vivant et que donc du coup, tout son... Non, c'est moi. Pardon, excuse-moi. Qu'il était mort et que donc elle avait cette culpabilité d'avoir passé toutes ces étapes de l'immigration et qu'elle devait continuer à chanter. Alors elle ne veut pas chanter, elle veut s'allonger, pouvoir réfléchir sur sa propre vie, mais étant donné que son mari était pianiste et qu'il a vécu toutes ses souffrances, etc., il ne peut plus exercer son art. Elle qui a cette chance d'exercer son art, qu'elle en ait marre ou qu'elle en ait pas marre, il faut qu'elle continue. Donc ça, c'était mon postulat de départ que j'ai pu modifier grâce à toi, parce que toi, tu pensais... Alors moi, c'est complètement l'inverse. Je pensais qu'il était toujours vivant. Et qu'en fait, quand elle reçoit cette lettre, ben, ça remet tout en doute, tout en question, sa vie actuellement. Donc cette femme a vécu des horreurs hein, avant de partir de ce qu'on croit être le Chili, et notamment le viol, et même la vision de la violence sur son mari. Je pense que ça a été vraiment traumatisant forcément. Et que du coup, grâce à sa voix, elle a pu refaire sa vie en Europe. Quelque part, sa voix la sauve. Elle refait sa vie, elle fait un choix, elle a un mari, on sait qu'il s'appelle Jean. C'est le seul d'ailleurs qui a un prénom dans cette pièce, et je pense que c'est volontaire, c'est pour montrer quand même qu'il est européen. Parce que s'il avait un nom espagnol, on aurait pu douter de quelque chose. Donc c'est ce qui a peut-être une identité stable. Aussi, oui, c'est vrai. Et donc un prénom. Mais même, oui, je pense que ça aide aussi pour mieux comprendre le personnage de Natacha. Et en fait, je pense que du coup, elle a refait cette vie, elle a réussi à s'en sortir. En fait. On voit que quelque part, elle donne même au début l'illusion d'être heureuse dans cette vie-là.
croit même qu'elle est horrible. Elle est très dédaigneuse avec sa servante. Oui, au début, elle était directement Elle n'est pas méchante. très agréable, mais par contre, elle a l'air d'aimer sa vie, du coup, puisqu'elle a son rôle de supériorité et tout ça. Et puis rapidement, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Et en fait, je pense que du coup, en apprenant que son mari est peut-être vivant, et vivant même, ben, ça remet tout en question. Parce que quelque part, si elle a pu refaire sa vie, c'est aussi parce que son ancien mari n'existe plus. Ce qu'elle pense qu'il n'existe plus. Mais à partir du moment où il est toujours en vie, qu'est-ce qu'elle fait? Qui est Jean, du coup? Est-ce qu'elle retourne au Chili? Est-ce que si son mari réapparaît, ben, est-ce que c'est pas lui finalement, son mari? Mais du coup, toute cette vie, ce succès qu'elle a en Europe, ben, qu'est-ce qu'il représente? Puisqu'elle l'a construit sur le fait que son mari est mort, donc elle a enterré son mari qui n'était pas mort, donc c'est très violent pour elle. Je pense qu'il y a une grosse culpabilité du coup de la situation et une peur de perdre sa. Bon, en fait, quelque part, d'avoir vécu tout ça pour rien aussi, de dire j'ai fait les mauvais choix, qu'est-ce que je fais maintenant et s'il arrive, imaginons qu'il revienne ce mari, avec toutes les horreurs qu'il a vécues, est-ce qu'elle veut revivre ça? Est-ce qu'elle veut revivre ces horreurs-là? Et je pense que donc il y a tout ça. Ça, je comprends pas. Avec son mari, elle ne revivrait pas ses. Enfin, Non, mais si lui il revient, il va revenir martyrisé, avec tout son bagage. oui. Donc elle va être forcément reconfrontée à toutes ces horreurs-là. Pas de manière physique. Elle est condamnée à les revivre de toute façon. Je pense que justement, le truc c'est que s'il était mort, quelque part, la métaphore est peut-être un petit peu rapide, mais en gros elle a tourné la page du Chili. Oui, mais de toute façon, la lettre, bon, en tout cas, ça par contre, maintenant, enfin, après au retour en voiture, je commence à te donner absolument raison sur le fait qu'il soit toujours vivant, pardon. Non, mais par contre, je t'interromps parce que pour moi, c'est le démarrage, c'est que dès qu'il y a cette lettre, dès qu'un messager est venu pour déposer cette lettre, ce qu'elle a voulu tourner comme page en réalité ne sera jamais tourné. Non, bien sûr, mais si, imaginons qu'il avait été mort, elle aurait eu certainement énormément de chagrin, mais ça enterrait définitivement cette vie d'avant, qui lui ferait toujours partie d'elle, mais ça fait partie du passé. Ici, à partir du moment où il n'est pas mort, ça fait plus partie du passé. D'une manière ou d'une autre, ça va revenir. Et alors il y a ça, et il y a deuxièmement, du coup, on apprend que Anne, donc la servante, elle par contre, a eu toute sa famille qui a été décimée. C'est la seule survivante. Du coup, elle est habillée en noir, elle porte le deuil. Mais quelque part, elle fait son deuil. Et là, du coup, l'opposition qu'on a avec la cantatrice, qui du coup avait entre guillemets fait un deuil, très gros guillemets, puisqu'on ne le voit pas vraiment, et surtout on sous-entend plutôt qu'elle a refait sa vie, quand la cantatrice ressent, c'est le jugement, en fait, d'avoir refait sa vie, et en fait c'est son propre jugement à elle, alors que finalement elle a enterré un mari qui n'était pas mort. Quoi. Et je pense que c'est du coup c'est ce qui crée tout ce côté dramatique, les fois où elle s'énerve alors qu'il n'y a pas de raison de s'énerver. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a surpris tout au long de la pièce. À certains moments, je me suis dit, il y a des moments où elle s'énerve, je me dis, mais je ne vois pas l'élément déclencheur qui provoque l'énervement. Avec le recul, une fois, je me dis si. Oui, ça, par exemple, on n'en a pas parlé, c'est peut-être aussi parce qu'on va parler souvent de pièces avec des gens qu'on connaît, parce qu'on est dans un milieu artistique et qu'on connaît des gens, etc. Mais c'est vrai, et je pense qu'on peut l'assumer, c'est une pièce normalement longue, mais qui demande en tout cas une longueur pour rentrer dedans. Parce qu'on n'a pas les éléments qui nous sont donnés tout de suite, et donc il faut être un spectateur attentif, ce qu'on a de moins en moins l'habitude de faire quand on est dans les réseaux sociaux. Mais je veux dire, là, il faut être concentré, il faut pouvoir absorber du texte, et du texte qui ne dit pas directement ce dont il s'agit. Tout à l'heure, tu disais que le noir de Anne, le vêtement noir, permettait de faire le deuil. En tout cas, de montrer qu'elle était en deuil, je pense. Et je pense que Natacha, enfin le rôle de Natacha, c'est plutôt d'aller vers l'avant, de choisir la vie. Parce que Anne, le personnage de Anne, qui n'a pas de prénom, elle est stoppée, elle est bloquée dans le deuil.
ni l'une ni l'autre, je trouve, et ça c'est puissant dans le texte d'Albert, a raison pour moi. Parce que soit on continue sa vie et on ignore qu'il y a eu des gens qui sont en train de souffrir et il faut vivre au-delà. Et c'est le complexe de l'immigré, selon moi. C'est-à-dire, je laisse mon pays, mais j'abandonne aussi le sang, la souffrance, la poussière de ce que ça, tout le drame est derrière. Donc, si je fuis, c'est pour vivre. Si je vis, je ne peux pas me replonger tout en dedans, sinon je ne vis pas, je suis bloqué. Et Anne, elle est peut-être aussi ce personnage qui est bloqué, a immigré, a fui, mais bloqué à une sorte de racine qui fait qu'elle ne peut plus, elle ne vit plus, elle ne parle plus effectivement, ou elle refuse de parler la langue du pays dans lequel elle est, nous permet de nous situer par rapport à ces personnes immigrées qui sont soit muettes face à toute la violence qu'elles ont vécue, et donc, oui, tu as immigré, donc tu peux t'offrir une nouvelle vie, mais en réalité, tu n'y arriveras pas parce que psychologiquement, tu aurais besoin d'une vraie thérapie, la possibilité d'être accompagné dans, dans la suite de ton chemin, quoi, en restant dans ce pays d'accueil. Alors que l'autre a peut-être cette force psychologique, mais qui est occulte et donc qui n'est pas mieux non plus, c'est-à-dire c'est un château de cartes, ça tient sur rien, ça n'a pas de solidité, puisqu'une simple lettre peut la faire vaciller vers l'horreur, le fait qu'elle n'a pas su travailler sur un deuil, une certitude de mort, et parfois, effectivement, ça aide d'enterrer les morts. Enfin, c'est important pour n'importe quelle famille d'enterrer ses propres morts parce que le processus de deuil peut commencer. Ben justement, ici je crois, c'est pour ça aussi que ça renforce pour moi l'idée qu'il n'est pas mort, c'est que quelque part on a l'impression que ce qui pourrait provoquer ça, c'est plutôt d'avoir l'impression de déterrer le mort en fait. S'il y avait eu une confirmation qu'il était mort, il y aurait eu énormément de peine. Je pense qu'il y aurait eu une confirmation du choix de vie aussi qu'elle avait fait. Voilà. S'il n'est pas mort, tous ses choix de vie et toute la culpabilité qu'elle projette sur le regard de la servante envers elle, mais en réalité, je pense que c'est sa propre culpabilité à elle. Oui, forcément, ça vient tout chambouler, quoi. Ça vient tout chambouler. C'est ça qui est pour moi le drame de la situation. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que cette histoire-là, c'est un peu différent de ce que j'attendais, même si du coup j'ai bien aimé, mais c'est juste que moi je m'attendais forcément à quelque chose qui était plus historique, ancré dans le réel de l'histoire chilienne, oui vraiment chilienne en plus pour le coup, puisque j'étais persuadé que c'était, voilà, j'étais persuadé de ça. Dans ces deux années principales, 73 et 75 particulièrement. Et en fait, c'est pas ça. Ça, c'est le cadre. Mais justement, la vraie histoire, pour moi, l'histoire, c'est surtout. Elle est humaine. En fait. Oui, et pour moi, c'est là où ça devient international. Enfin, ça devient un sujet. Disons que. Voilà, mais non, je suis complètement. On pourrait jouer en sursis dans 10 ans. Tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais, en fait, tout le mécanisme, et même quand elle parle de la vie au Chili, évidemment, on parle des Andes, on parle. Mais en fait, on aurait pu être dans n'importe quel pays qui vire qui est pauvre et qui vire à la dictature. Ça aurait pu être n'importe où en fait. Alors oui, de notre côté, c'est du coup universel comme message. Donc moi je croyais que ça allait être plus historique. C'est là-dessus que, une fois qu'on accepte la situation, voilà, après l'histoire. Il y a des évocations du Chili avec la fameuse place d'armes, des choses comme ça. Oui, et encore à vérifier, parce que par exemple, quand elle dit jamais qu'elle va à Santiago, elle dit je vais à la capitale. Dans le texte, à un moment donné, elle est dans la capitale chilienne, certainement, et elle nous parle beaucoup de Orphée. Et donc la mythologie d'Orphée, c'est un musicien comme elle, qui descend aux enfers pour récupérer son Eurydice. Elle est
condamné à rester aux enfers, mais Orphée étant un hyper bon musicien, charme les dieux, et de par son courage et de par son talent, qui lui permettent de remonter Eurydice sur terre, à condition de ne pas se retourner en chemin. Et Orphée, juste avant d'arriver sur terre, vraiment en derniers instants, se retourne pour vérifier qu'Eurydice est bien derrière lui, et il la voit tomber en enfer parce qu'il s'est retourné, qu'il a regardé en arrière. Et donc, la métaphore de ce mythe, ce qui est intéressant, c'est ce regard vers l'arrière, ce regard vers son propre passé. Est-ce qu'un immigré peut avancer sans se retourner? Non, c'est impossible. Déjà parce que je pense que quand on est immigré, en tout cas moi, Tu es un Français, voilà, mais parler, c'est pas la même immigration. c'est pas la même immigration du tout, puisque c'est pas une immigration forcée, c'est choisi dans un pays francophone. Et donc malgré le fait d'avoir coché toutes les cases de l'immigré facile, j'ai envie de dire, l'immigré qui parle la langue du pays, qui a un bon travail, un bon salaire, voilà, franchement, j'ai pas à me plaindre. Malgré tout ça, ce qui est étonnant quand on ne vit pas dans le lieu où on est né, où on a grandi, c'est qu'on a l'impression que on n'est jamais complètement nous-mêmes. Il y a une partie de notre vie qui a disparu. Je sais pas si elle a disparu, parce qu'elle non, elle est toujours là, mais elle n'est plus dans notre quotidien, elle n'est plus dans notre des gens avec qui on a grandi, qui ne sont plus pas là, un environnement qui n'est plus le même. Et donc déjà ça, on y pense souvent. On a l'impression que c'est deux vies différentes en fait. On a l'impression qu'il y avait une vie avant et une vie après. Et du coup, on la regarde parfois avec ces images qui commencent un petit peu à devenir de plus en plus, de moins en moins nettes, de plus en plus floues. Et en plus, le regard des autres fait que on est toujours ramené, souvent en tout cas ramené à ce statut de moi c'est de manière beaucoup plus agréable parce que souvent on a a priori positive sur les gens du sud de la France en plus. Donc c'est quand même toujours ici, je suis le Marseillais, et puis à l'inverse, quand je retourne dans ma famille, c'est le Belge. C'est un peu particulier quand même. On a l'impression qu'on n'est ni l'un ni l'autre. Et du coup, pour moi, c'est impossible de ne pas se retourner parce que malgré tout, on a cette histoire, notre, notre être est composé de ces deux parties-là. Et donc, forcément, on est particulièrement unique, j'ai envie de dire, puisqu'on on est un peu toujours l'étranger quelque part. Quelque part, c'est bizarre, on peut le voir des deux côtés, où on est étranger partout, où on est chez soi partout. Bon, je suis chez moi partout. Merci. Je terminerai simplement que effectivement ici, l'immigration est plutôt choisie, positive, etc. Et dans le cas de personnes chiliennes, peut-être que c'était un peu moins le cas. Je pense aux immigrés qui viennent d'endroits où c'est déstabilisé au niveau politique. Il y en a beaucoup dans le monde. Et surtout qu'en plus, on les renvoie parfois. Moi, j'ai l'avantage, comme je disais, c'est l'immigration facile à plein des égards. Eux, en plus, souvent, on les renvoie à leur statut d'immigré à quelque chose de négatif. T'es venu nous voler quelque chose, ou t'es venu avec toute ta culture, tu t'intègres pas, tout simplement. Est-ce que tu estimes que le contrat est rempli, c'est-à-dire par rapport à ce type de spectacle, à ce spectacle-là, que le contrat est rempli de créer du lien? Pour moi, c'est ce qui est important dans le théâtre du spectacle. Donc ma question, c'est est-ce que Opéra en sursis crée du lien avec nos réalités différentes? Ah bah, c'est complètement d'actualité, hein, on en parlait tout à l'heure, transposable, c'est complètement transposable à l'actualité, à ce qui se passe dans le monde aussi en ce moment, donc particulièrement en ce moment d'ailleurs. Merci. Merci à toi.
C'est ça l'état de sursis. Un état de suspension pendant lequel ni le bien ni le mal ne peuvent nous atteindre, comme pendus à un fil. Alors, quels sursis ont les personnages qui migrent? Quel choix s'offre à ceux qui ont pu s'en sortir? Faire leur deuil de leur vie passée, être ensevelis par la douleur des souvenirs de ceux qu'on a laissés? Ou le choix, pas plus facile, de vivre sans regarder en arrière? Car le malheur de la personne qui fuit n'est-il pas de regarder en arrière? Orphée en sait quelque chose, non? Vivre, ou ne plus vivre qu'à travers le deuil. À l'heure où les discours les plus haineux sont légitimés, ce type de spectacle n'est-il pas d'utilité publique? J'aime ces spectacles où mon empathie me demande de nuancer, où tout n'est pas tout rose ou tout noir. La comtesse d'Almaviva est insupportable, et pourtant elle porte en son nom cette fougue de vivre, et elle est condamnée à vivre. Elle est condamnée à chanter, à représenter, quand en elle, tout ne voudrait être que silence et recueillement. J'arrive à me plonger dans les méandres de ces âmes qui ont tout abandonné pour survivre. Je remercie évidemment Anthony de m'avoir accompagné et d'avoir accepté de jouer le jeu. Et en parlant de jeu, bravo à Natacha Kowalski et Anne de Thiers qui ont porté ce spectacle de bout en bout avec une force surhumaine. Natacha Kowalski a une force de comédienne qui pourrait vous démonter toute une salle. Et Anne de Thiers lui offre un regard et une écoute qui valent 10 000 répliques ciselées comme des couteaux. Bravo au metteur en scène Jean-Michel Cueillevers, qui a supporté l'image au texte d'Albert 41 ans après son écriture. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi sur Spotify, Apple Podcast, YouTube et toutes les plateformes où tu m'écoutes. Tu peux aussi faire un tour sur mon site www.salva-comédien.be et là tu trouveras toutes les dates pour mon futur seul en scène ou mes futurs spectacles. Et pour les extraits visuels de ce podcast, tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Merci d'avoir joué le jeu, on se retrouve dans 2 semaines. C'était le podcast À quoi tu joues, parce que jouer, c'est